Bonsoir. Bonsoir. Salam. Très خوش آمدید. Ne vous inquiétez pas, je vais dire seulement quelques mots pour notre ami Shahid. امشب من جلال علوی هستم، مسئول انجمن فرهنگی نامه‌های ایرانی و امشب ما به مناسبت نشر رمان راشل دقتی این جلسه رو برگزار می‌کنیم. در این جلسه رضا دقتی، خبرنگار و عکاسی که شهرت جهانی داره، همراه با پیر بونژیوانی مدیر یک مجموعه انتشاراتی که همین کتاب رو منتشر کردم حضور دارن و به ترتیب راشل، رضا و پیر یا قسمت‌هایی از این کتاب رو از این رمان رو میخونن یا همدیگر رو معرفی میکنن و بعدش هم میتونیم پرسش و پاسخ در آخر جلسه داشته باشیم. Alors, nous avons organisé cette soirée à l'occasion de la publication de ce livre, ce roman de Rachel Daqati. C'est son premier roman, je crois. Rachel est écrivaine, en fait, et puis elle est directrice de l'agence photographique de Reza, qui s'appelle Bebistan. Et elle a participé à de nombreux projets de publication en coopération avec Reza Daqati. Elle a souvent assumé la rédaction des textes. Moi, je connaissais quelques textes, mais je ne savais pas qu'elle était romancière. Et surtout que, en fait, je vais demander à Reza et Pierre et à Rachel elle-même de présenter le livre, de lire quelques passages de ce livre, mais j'aimerais quand même dire quelques mots. D'abord, on est très honoré de recevoir Rachel, Reza et Pierre. On connaît Reza et Rachel depuis longtemps, et puis on a organisé aussi pour Reza dans le passé 2 soirs. Donc, merci d'être venu. Vous êtes vraiment les bienvenus à cette soirée. Quelques mots à propos de ce livre. En fait, une part d'ombre. J'espère que Rachel va éclairer notre part d'ombre en présentant ce livre. Mais juste quelques mots parce que je vais laisser plutôt Rachel, Reza et Pierre présenter le livre. Mais pour moi, c'était une découverte. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, vraiment. En fait, je l'ai lu, c'est une belle écriture, en fait. À part l'histoire qu'elle va peut-être raconter, moi, j'ai trouvé son écriture très originale, moderne et très belle. En fait, c'est poétique. Des fois, il y a beaucoup de passages poétiques dans ce roman. Et puis, il y a une pensée profonde qui souligne en fait les événements. Des fois, elle fait une analyse clinique des personnages et puis mais analyse même de l'âme des 2 personnages. Souvent, elle est à l'intérieur dedans. En fait, quand elle écrit les personnes, elle comme si elle est dans les têtes de ces personnes et elle sait ce qui se passe dans les têtes de ces personnages. Et en plus, elle est maître de description, en fait, parce qu'elle décrit vraiment les scènes, les environnements, les lieux et les personnes comme si vous êtes là, en fait. Et donc, elle transforme les objets de l'histoire. C'est vraiment, elle les concrétise en fait. Quand elle parle, par exemple, je donne quelques exemples, mais vous allez trouver beaucoup d'autres. En fait, elle a la passion de décrire l'environnement, mais d'une manière très concise et précise, pas à la manière de Balzac, mais plutôt des passages très courts. Mais elle a la passion de décrire tout. Quand elle décrit un personnage,
Elle décrit aussi l'environnement de l'Elio. Elle décrit très bien les lieux et les personnes. Des fois, elle est, par exemple, quand elle parle d'un thérapeute qui analyse sa patiente, elle décrit la patiente, mais en même temps, elle est à l'intérieur de la tête du thérapeute. Et elle décrit aussi tout ce qui se passe dans la tête de la thérapeute. Et quand, juste un détail, par exemple, quand son personnage s'assoit sur un fauteuil, elle décrit le fauteuil, comme si vous voyez le fauteuil, en fait. Voilà, ça c'est une grande passion. Et sinon, je laisse Rachel d'abord présenter aussi Reza et Pierre, et après lire quelques extraits et parler avec eux. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour ces mots sur les parents. Déjà, je vous remercie tous d'être là, et puis on est très heureux de votre invitation. En fait, moi, je suis très fière d'être là à votre initiative, à l'initiative de l'aide personne qui se bat depuis des années pour l'écriture et les lettres, et c'est un juste et beau combat, donc un immense merci. Aujourd'hui, il y a Reza et Pierre qui m'accompagnent dans cette présentation. Je les présenterai tout à l'heure, parce qu'en fait, ils m'accompagnent parce que ce sont des lecteurs, donc c'est au titre de lecteurs qui sont là. Mais pour le moment, ce qui nous rassemble ce soir, c'est juste le premier voyage. Et le premier voyage, c'est le voyage en écriture. Et le voyage en écriture, c'est le voyage en écriture d'une part d'ombre. Après, une fois que le livre est publié, comme il a été là, il n'appartient plus à l'auteur, de facto. Il appartient à chaque lecteur, et chaque lecteur ou lectrice il voit, il reçoit, il lit une partie de son histoire, ou en tout cas, ce qu'il lit parle à une partie de son histoire. Et ça, on en parlera avec Pierre et Reza tout à l'heure, qui l'ont lu chacun différemment, et qui chacun, je leur ai demandé de choisir un passage que je lirai, et ils expliqueront pourquoi ce passage. Mon parcours dans l'écriture est un parcours qui date d'il y a longtemps, mais je viens plutôt du monde de la fiction et de l'imaginaire, il y a bien longtemps. J'ai écrit plusieurs nouvelles, toujours à la place des personnages. Une fois c'était une statue qui parlait, une fois c'est un vieux félin égyptien. Voilà. Donc je rejoins ce que vous dites, ce que vous avez dit, à savoir que j'aime me transposer. Et c'est le grand bonheur de l'écrivain. J'aime me transposer dans la pensée et l'être des personnages que j'imagine. Et puis après avoir rencontré Reza, j'ai mis mon écriture au service du réel, c'est-à-dire que de l'imaginaire, je ne suis pas passée au réel, mais en tout cas, l'écriture a été un moyen de faire en sorte que les photographies de Reza, qui faisaient appel à un sens, qui était celui de la vue, c'est-à-dire les gens regardent une photographie et ils reçoivent une information, et ça touche une partie d'eux-mêmes. J'ai tenté pendant une trentaine d'années de mettre mes mots au service d'autres sens qui permettaient de décrypter autrement les photographies. C'est-à-dire d'en raconter le contexte, mais d'en raconter aussi comme si on pouvait les sentir, comme si on pouvait entendre les bruits d'une image, donc leur donner corps, leur donner une forme de relief. Avec une langue que j'ai essayé d'être le plus poétique possible, non pas comme une posture, mais parce que je pense que la langue française, et toutes les langues, la langue persane aussi, Dieu sait qu'elle est poétique,
toutes les langues, en tout cas la langue française a beaucoup de qualité et beaucoup d'exigences. Et moi, je me mets au service de cette langue-là. Donc, c'est vrai que quand j'écris un texte, que ce soit Une part d'ombre ou les ouvrages qu'on a pu écrire ensemble avec Reza, une quinzaine de mémoire, on a travaillé ensemble sur une trentaine d'ouvrages, mais on a été co-auteurs, lui et moi, lui en photo et moi en texte sur une quinzaine. J'essaie de faire en sorte que la langue soit le plus parfaite possible. Et puis, ça faisait quelque temps que le désir d'écrire une fiction, de retourner dans l'imaginaire, me taraudait beaucoup. Et puis, voilà, j'ai plein de vies différentes. Et puis, finalement, un jour, plutôt une nuit d'avril 2016, je me suis réveillée dans la nuit, au milieu de la nuit, et enfin, en fait, c'est un texte qui m'a réveillée. Et c'est ainsi qu'a démarré l'écriture d'Une part d'ombre, par ce texte qui n'existe pas dans cet ouvrage. Mais en tout cas, c'est ce texte-là qui m'a mis sur ces chemins-là, sur ce chemin d'écriture de fiction, et surtout qui a fait en sorte que j'organise ma vie. C'est devenu une absolue nécessité. C'est-à-dire que l'idée d'écrire, le désir d'écrire, n'était plus seulement un désir, mais une absolue nécessité. Il fallait absolument que je trouve les moyens de m'organiser pour me mettre au service de cette fiction-là. Et en effet, j'ai organisé ma vie pour partir. Et très vite, très vite, Une part d'ombre, le titre est venu, et très vite, peut-être au bout d'un mois, j'ai su que ça deviendrait 3-4 semaines, j'ai su que, alors que je commençais l'écriture d'Une part d'ombre, que ça serait une trilogie. Une trilogie qui commence en gros au début des années 80 et qui va se terminer en 2030. Pourquoi ces années-là ? Parce que je dirais que depuis 1974, qui ici a vu le premier choc pétrolier, j'ai le sentiment que le monde est comme des plaques tectoniques. C'est-à-dire que tout bouge. Les puissances changent. Alors, ni plus ni moins qu'avant, parce que l'histoire de l'humanité n'est faite que de conflits, de paix, de conquêtes, de frontières qui bougent. On n'a rien inventé, ce n'est pas dans ces dernières années qu'on a inventé ça. Simplement, la grande différence, c'est qu'on en a une vision beaucoup plus globale et universelle, c'est-à-dire qu'on sait tout sur tout. C'est extrêmement communiqué. Et donc, j'avais envie d'écrire et de suivre des personnages et l'histoire de ces personnages qui ne sont que des prétextes pour raconter finalement ce changement de paradigme, ce changement, ce déséquilibre du monde, ce débâtissement du monde. Non pas parce que le monde est en train de s'effriter et de courir à sa perte, la question n'est pas là. Dans le mot débâtissement, il y a le mot bâtir. Et donc l'idée de cet ouvrage, l'idée de cette trilogie, c'est comment à travers l'histoire des personnages que l'on va suivre, on va finalement, dans le 3e tome, réfléchir à comment on peut rebâtir un monde qui est un peu en changement, en grand changement. L'histoire d'Une part d'ombre, c'est l'histoire d'abord de 2 personnages, une jeune adolescente, Alba, qui, comme toutes les adolescentes, ni plus ni moins, s'éveille au monde, et s'éveille d'abord au sens. Comment elle arrive à devenir une femme, puisque ça dure pendant environ 7 ans, ce cheminement. Comment elle arrive à naître et à renaître, et à naître, et encore renaître. Parce qu'en fait, c'est ça. Elle naît, elle chute, elle se relève, et elle naît encore. Et... Donc, comment elle, au niveau de ses sens, comment elle devient une femme, à travers la rencontre d'un homme, avec une histoire plus ou moins heureuse,
avec des moments difficiles, qui est une première confrontation, en tout cas ses sens sont confrontés à des histoires compliquées, et en même temps, elle sort d'un milieu qui est plutôt ouaté, et tout à coup, les mondes s'invitent dans sa vie à elle. C'est-à-dire qu'elle devient extrêmement réceptive à la fois aux événements qu'elle devine, elle se dit mais il se passe des choses autour de moi, autour de mon nombril, autour de ma pensée, qu'elle écrit, voilà, comme toute adolescente, elle est forcément autocentrée, ni plus ni moins. Donc elle observe, et petit à petit, au fil du temps, au fil de cet ouvrage, les événements arrivent, un attentat par-ci, une révolution par-là, et tout à coup, elle s'aperçoit qu'il y a un monde, il y a des mondes autour de son monde à elle. Et indépendamment de ces grands événements qui annoncent ce jeu de plaques tectoniques, on sent dans ce livre-là qu'elle observe énormément et que du coup, elle est extrêmement sensible à plein de petits riens de la vie. Alors ces petits riens, je vais en lire un premier, vous montrer, un premier extrait. Je vais alors c'est au début de l'ouvrage, Alba vient de quitter la maison familiale, et puis elle va rejoindre donc, le garçon plus âgé qu'elle, dans une autre ville, et elle arrive dans une gare. La voiture s'arrête devant la gare. Elle remercie d'un sourire juste esquissé. La pluie froide a formé des puits d'eau dans la chaussée, constellés de trous, délaissés depuis longtemps par les autorités. Pressée de rejoindre son asile de solitude, elle ne prend garde en ouvrant la portière. Sa chaussure droite s'enfonce dans une flaque. Un frisson glacé la saisit. D'elle, avant qu'il ne redémarre, bousculé par les klaxons des voitures empêchées, le chauffeur retient l'image d'une jeune femme belle, les cheveux frisottant d'humidité, épars sur les épaules, le visage masqué par la tristesse, les yeux noirs, chargés de larmes. Elle franchit en courant les rails du tramway, se réfugie à l'abri de la gare. Sombre, malgré les néons, le hall immense aux murs jaunes délavés, rendu plus hostile encore par le souffle froid des courants d'air, donne accès de part en part au quai. Elle tient sa petite valise et son sac en bandoulière. Son corps vulnérable est un champ de bataille de part et d'autre d'une tranchée imaginaire. À chaque pas enchaîné, l'angoisse du départ l'étreint, et aussi le désir pour Alex qui grandit et chatouille le bas de son ventre. Il est comme une bête qui la dévore, l'oblige à s'échapper, à s'imposer des ruptures, à vivre entre deux villes, deux vies, sans jamais appartenir totalement à aucune. Elle est adolescente solitaire la semaine et amante, dépendante, le reste de sa vie. Elle s'arrache à son enfance envers et contre elle. Son corps physiquement est en addiction, son âme suit, tant bien que mal. Elle ne le sait pas encore. Alba est en transition, seule, sur une barque de fortune, entre deux rives, passeur d'émotions contraires et de dépossession. Avant d'emprunter l'escalier qui la conduira au train, elle s'arrête devant le kiosque à jaune. Le vendeur, emmitouflé de plusieurs épaisseurs de pull, les mains protégées de mitaines, les doigts gelés et sales, des pièces, liées, prises et rendues, les ongles noirs de crasse, un bonnet de laine troué enfoncé sur les oreilles. Il semble égaré dans la surabondance de cette presse, envahissante. Il est le seul élément mobile aux couleurs ternes d'un décor bigarré, mêlant une multitude de titres, photographies, illustrations, logos. Le regard d'Alba parcourt la scène. Il s'arrête, amusé sur les couvertures des magazines pornographiques. Les filles aux attitudes suggestives ont les bouts de leurs seins nus hypocritement recouverts d'étoiles. Elle hésite entre les magazines féminins
Elle est Marie-Claire. Elle choisit la difficulté, légèrement à regret, et achète le monde. La nouvelle édition vient d'arriver. Elle sait qu'à la fin de sa lecture, ses doigts seront noircis par l'encre à peine séchée. Elle sait aussi qu'il sera difficile de déployer le journal tant l'espace est exigu dans le compartiment. Elle soupire en imaginant ses bras ankylosés d'être restés en suspension, à tenir les grandes feuilles. Elle réfléchit déjà à l'article qu'elle se forcera à lire, pour entrer dans une autre elle-même, plus profonde, plus grande sous son regard à elle, sous celui des voyageurs. L'heure du départ approche. Elle compte l'une après l'autre les marches sur lesquelles elle se hisse rapidement, attribuant comme chaque fois, partout et en tout lieu, un nombre à tout escalier qui la sépare dans sa vie, d'un palier à l'autre. Pour celui-ci, elle a compté 19 marches. Le quai est inhospitalier en cette fin de journée de décembre. Elle tourne la tête vers la gauche. Elle est prise d'un vertige à la vision hypnotique d'une succession sans fin de quais déserts, séparés par des sillons de rails, sans train, sans personne, éclairés faiblement à intervalles réguliers par les rampes d'une lumière blafarde. À droite, le train en partance est un rempart contre l'abîme. De rares ombres errantes agitent le funeste tableau. Une valise dans une main, un billet dans l'autre, elles vérifient encore et encore les numéros qui leur sont attribués, cherchant, avec une inquiétude décelable dans la tension de leur corps, à reconnaître leur voiture. Alba suspend sa marche, se retient d'entrer en scène, de devenir elle aussi une ombre, perdue dans cet illusoire ballet. Deux êtres vivants attirent son regard. Une faible lumière habite l'extrême lenteur de leur rythme. Elle tranche avec la fièvre des voyageurs fantoches. Alba s'arrête. Rien d'autre n'a d'importance que de s'accrocher à leur filet de vie. Un vieil homme élégant, en manteau de laine vert foncé, les mains gantées de cuir, avance doucement, un pas après l'autre, sa cadence en parfaite harmonie avec l'hésitation de celle qui s'accroche à son bras. Alba observe leur fragilité, l'affection qui se dégage de l'allure de ce couple en bout de course. Elle ne voit qu'eux, s'insurge lorsqu'ils sont bousculés par l'indifférence, admire leur inaltérable dignité. Les petits pas précipités, mal assurés de la vieille dame, semblent vouloir suivre les enjambées fatiguées de son compagnon, dont la jambe droite racle discrètement le sol. Péniblement, le vieil homme dépose leur valise sur le haut des 3 marches du train. Il invite d'un sourire tendre et de mots murmurés à son oreille celle qui dodeline légèrement de la tête, vaincue par les coups bas de la vieillesse, à s'appuyer plus fermement sur son bras. Chacun se prépare à l'épreuve physique, celle de se hisser en haut des marches, pour elle d'abord, pour lui ensuite. Il hésite entre monter le premier, la laissant un instant sur le quai, et saisir ses avant-bras pour la soutenir par derrière. Il ne lâche jamais sa main alors qu'il escalade la première marche. Il colle son corps contre la porte ouverte du wagon pour lui laisser la place de monter à son tour sur le premier degré, la tenant. En une lente ascension, une marche partagée après l'autre, il s'épuise, heureux de l'épreuve remportée. Alba aperçoit l'échange furtif d'un sourire fatigué et complice, et tous deux reprennent leur lente marche jusqu'à leurs 2 places réservées. Elle se tient debout, prenant appui sur le dos du siège, les doigts du vieil homme déboutonnant la pèlerine de celle qui tremble si fortement que ses gestes ne répondent plus avec précision aux injonctions de son cerveau. Il accompagne le glissement de la pelisse sur les épaules, l'accroche à la patère. Il lève la coudoir entre les 2 assises et l'aide à s'installer près de la fenêtre. Après avoir déposé délicatement un châle sur son aîné, il range la valise, enlève son manteau,
s'assied, sans un soupir de soulagement, qui pourrait signifier que ce fut, pour lui, un combat. Il veut rester le plus aérien possible, pour elle. Il sourit encore à celle qui pose sa tête sur son épaule. Alba, hypnotisée, est restée sur le quai, se rapprochant seulement de la fenêtre pour suivre ce duo. À son vulnérable isolement, elle oppose leur indestructible complicité. À leur tendresse lente, elle oppose sa fuite en avant. À son corps qui brûle de curiosité et de crainte, à son âme confuse, elle oppose la délicatesse de leurs gestes. Voilà, ça c'est un des passages qui me paraissait important de lire, parce que c'est une façon pour, dans ce livre, de mettre en évidence comment Alba observe de manière extrêmement précise et très réceptive à tous ces mondes-là. Ces petits riens, mais en fait, dans un passage comme celui-là, elle comprend, elle observe déjà le vendeur de journaux, donc on sent qu'elle scanne vraiment tout. Et ça parle à son cœur, ça parle à son âme en fait. Elle regarde, ces sujets à plein d'émotions. Et quand elle regarde ce vieux couple, elle dialogue presque avec la scène qu'elle voit. Donc c'est déjà, dans Une part d'ombre, il y a cette jeune fille qui observe et qui avec une grande précision. Vous disiez tout à l'heure une chose qui me fait réfléchir, que vous aimiez beaucoup cette écriture, en dehors de l'histoire. Et c'est vrai que l'histoire n'est pas simple. C'est une histoire qui est difficile, c'est l'histoire d'une naissance, comme une naissance. On n'a jamais dit qu'un accouchement était simple. Donc, l'accouchement à elle-même d'Alba est un accouchement qui est à des moments difficiles dans les rapports qu'elle peut, et dans les histoires qu'elle vit et voilà, dans ces rencontres-là. Et néanmoins, ils permettent, même ces difficultés-là, même ces moments sordides et compliqués, permettent aussi de raconter que le monde, son monde, les mondes, sont pas lisses. Et Une part d'ombre, et l'écriture d'Une part d'ombre, est une façon d'éroder une pierre. Il y a de l'érosion dans cette écriture et il y a de l'érosion dans le récit, dans les récits et dans les situations qui sont racontées. Il y a parfois des situations qui sont très belles et puis parfois des situations qui sont très complexes, un peu comme la vie, un peu comme nos vies. Je pense que, par exemple, pour ceux qui ont pris la route de l'exil ou des routes compliquées, ce qui est loin d'être le cas d'Alba, mais ceux qui ont vécu des drames comme l'exil, avec peut-être parfois de la prison ou des tortures, c'est aussi, si on en raconte, si on en fait le récit, c'est des tortures et des choses qu'ils ont subies. Et dans d'autres parties du monde, on vit d'autres tortures et d'autres rencontres et d'autres drames, qui sont parfois des bâtissements intérieurs, des drames intérieurs, mais qui permettent de raconter le monde. Maintenant, je vais passer la parole à Pierre. Alors, Pierre Bongiovanni, ça a été le premier lecteur de l'ensemble du livre d'Une part d'ombre. Une part d'ombre, je l'ai écrit pendant 6 ans, évidemment pas de manière constante, puisque j'avais plein d'autres vies à mener. Et je l'ai corrigé seule 6 fois. 6 fois, j'y suis revenue. Dans la trame, dans ce que j'avais envie de laisser, ce qui me paraissait pas nécessaire, dans la langue. Et puis j'étais arrivée un peu comme quand on va enfanter, un peu comme si un bébé est prêt à sortir et puis qu'on ne sait plus comment faire. Et puis j'ai rencontré Pierre avec Reza il y a quelques années, à l'occasion d'une rencontre philosophique pour laquelle Reza a donné une conférence. Et puis un jour de 2020,
je lui ai dit que, voilà, que j'avais terminé un livre et je lui ai donné. Et ça a été donc le premier lecteur de la totalité du livre, puisque Marina, qui est une amie, avait lu quelques chapitres, Reza avait lu quelques chapitres des premières versions, mais Pierre a lu l'ensemble de l'ouvrage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a demandé, chose que je ne savais pas du tout faire, il m'a demandé, on a commencé à travailler dessus, il va vous dire comment il l'a lu plusieurs fois, mais il m'a demandé de le lire à haute voix, ce qui était une grande difficulté pour moi, parce que c'est difficile de mettre la voix sur des mots qu'on a écrits dans le silence, en fait. C'est extrêmement compliqué. Et je me souviens du moment où comme je n'arrivais pas, il l'a lu, et je trouvais que sa façon de lire était évidemment forcément pas en adéquation avec les silences que j'avais lus dans mes mots. Et je pense que c'était une façon pour lui de me forcer à lire. Du coup, j'ai lu une pardon à haute voix. Et on a commencé à travailler ensemble, et de la même façon que pour un accouchement d'un bébé, il y a des sages-femmes et des sages-hommes. Et Pierre a été un sage-homme dans le sens où il a aidé à donner naissance à la publication de cet ouvrage. Pierre, il a eu plusieurs vies. Il a dirigé un grand centre, on peut dire, d'art numérique, on peut dire ça, qui a été le premier et le plus grand centre en Europe pendant 14 ans. Et puis, il a dirigé la Gaîté Lyrique à Paris. Il a été commissaire d'exposition d'un certain nombre d'expositions, dont certaines Nuits Blanches. Et depuis 10 ans, il dirige un centre d'art avec sa compagne, Marie Solange, en Haute-Marne. Voilà. Et par ailleurs, il est donc le directeur d'une collection qui s'appelle La Nouvelle Laurentine, où il a eu 3 ouvrages. Voilà, Pierre, je te laisse raconter ton voyage en lecture. Alors, d'abord, monsieur, vous dire à quel point j'ai été touché par votre introduction, par l'incroyable justesse des mots que vous avez employés. Depuis que le livre est sorti, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, je crois vraiment que c'est la première fois que j'entends un commentaire aussi ajusté, aussi brillant, aussi précis de cette œuvre. Donc, grand merci, et je pense qu'on réécoutera ce que vous avez dit et qu'on en tirera profit. Parce que vous avez mis à jour une chose tout à fait particulière de l'œuvre de Rachel, qui est, vous avez parlé d'aspect clinique, mais de souci du détail. Vous avez dit cette chose tout à fait pertinente, qui est que Rachel parle de l'intérieur des personnages, mais également de l'intérieur des objets, de l'intérieur des situations. Et en vous écoutant, j'ai compris une chose, je connais bien le livre, mais j'ai compris une chose complètement nouvelle, c'est le titre de ce livre. En réalité, Nous pardon raconte ce qui se passe dans l'ombre de chacun des personnages, dans l'ombre de chacun des événements, dans l'ombre de chacune des situations. Donc, grand merci, parce que par vous et grâce à vous, je viens de comprendre la clé absolument décisive de la lecture de ce livre. Donc, grand merci. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est la 3e fois qu'on se retrouve devant quelques personnes pour parler de ce livre dans différentes situations. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que moi, personnellement, j'estime que je suis beaucoup trop jeune pour perdre mon temps dans des soirées de lecture. Si je choisis d'être là, c'est parce que j'ai l'intime conviction qu'on est devant une œuvre majeure, devant un grand livre, et que vous avez le privilège ce soir de vivre un événement qui pourrait être une soirée ordinaire, et qui ne l'est pas. Ce livre va trouver son chemin. Les lecteurs vont en parler à d'autres lecteurs potentiels.
Ce livre va trouver son chemin et ça deviendra un livre important de cette période. Donc pour moi, c'est un événement, je participe là avec vous, à un événement majeur et j'espère que l'avenir vous prouvera à quel point nous avons raison d'être là ensemble ce soir. Troisième chose que je voudrais dire, c'est que Rachel a parlé d'érosion. À un certain moment dans son propos, elle a parlé de la façon dont... Mais elle a oublié une chose peut-être encore plus spectaculaire que l'érosion d'un caillou. On avait eu du caillou ici? Non, Caillou. Caillou de sang, caillou comme... Il y a quelque chose de plus spectaculaire, c'est qu'elle a un art particulier que je ne connaissais pas dans la littérature contemporaine, c'est qu'elle éclate les cailloux et ce qui surgit, c'est des silex. C'est-à-dire qu'à un certain moment, elle déploie une situation. Dans le livre, il y a plusieurs endroits de ce type-là, le planning familial, chez le psychanalyste, dans des situations de crise avec son compagnon, entre guillemets. Et la situation se déploie et d'un seul coup, clac, ça s'ouvre. Et ce que vous avez devant vous, c'est un scalpel, c'est un silex, c'est du tranchant. Si vous ne faites pas attention, ce tranchant, ça peut vous blesser. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en littérature, l'auteur a une responsabilité. Mais en littérature, le lecteur a une responsabilité. La façon dont le lecteur évite les aspérités, ou la façon dont le lecteur travestit ce qu'il lit pour que ça lui soit acceptable, la façon que le lecteur a d'ennoblir la langue qui lui est proposée, en faisant la liaison entre ce qu'il lit et sa propre vie, la façon que le lecteur a de transmettre, non pas son émotion, mais son émotion, son intelligence, son expérience, ses motivations, et le fait qu'à un certain moment, il va dire à quelqu'un « tu dois lire ce livre ». Tu dois lire ce livre. Pourquoi? Parce que ce livre, vous allez penser que je suis en train de faire la promotion commerciale du livre. Moi, je ne touche rien. Hein. Personne ne touche rien. Mais pourquoi faut-il que ça se passe ainsi? Parce que ce livre est un livre d'humanité et de fraternité, on va dire de sororité. Ce que fait Rachel, c'est alors même qu'elle décrit dans le détail, de façon radicale, ce qui se passe dans les âmes des êtres, dans l'esprit d'une période. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'interdit de juger quoi que ce soit. C'est-à-dire, elle ne désignait pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Elle ne désignait pas ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Elle ne désigne, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle décrit des situations et que le lecteur, et moi j'ai été le lecteur souvent de cet ouvrage, se découvre se feuillette lui-même. Le fait, quand on lit un ouvrage, vous savez, il y a plusieurs façons de lire. On lit un livre, et puis tout d'un coup, on est tellement captivé qu'on enchaîne les pages. Ça, c'est un mode de lecture. Il y a un deuxième mode de lecture qui est, on lit, c'est le cas par exemple dans la poésie, c'est le cas dans la poésie persane, entre autres. On lit, et tout d'un coup, le regard s'échappe, et on va regarder dans l'angle comme ça de la pièce, et on se perd dans quelque chose qui est notre intimité. Et ça résonne, et on laisse évoluer. Et puis il y a une troisième façon de lire, et c'est la façon que j'ai découvert en lisant Rachel, c'est que on se dévoile soi-même de page en page. L'autre chose que je voulais signaler, c'est que moi en ce moment, j'ai lu, grâce à Reza, ces derniers mois, pas mal de poésie persane. En ce moment, je suis plutôt dans la littérature chinoise ancienne. J'ai fait des longs détours dans la littérature Ovid et compagnie, en commençant 15 fois de suite par les poupées de Gilgamesh, etc. La littérature, quand c'est de la littérature, c'est à la fois universel et c'est à la fois intemporel. Ça marche tout le temps.
En ce moment, je lis un des sommets de la littérature chinoise ancienne, et ça marche. Ovid, ça marche. L'épopée de Gilgamesh, ça marche. Ça parle d'aujourd'hui. Et ce que fait Rachel, c'est que, alors même qu'elle parle d'une actualité relativement récente, ces dernières décennies, elle parle de quelque chose qui est intemporel. Ça aurait pu se passer n'importe où, n'importe comment, à quelques détails près. Évidemment, il n'y aurait pas eu le train, il n'y aurait pas eu la gare, il n'y aurait pas eu ce monsieur dans sa librairie en mitouflé de je sais pas quoi, pas très révoltant. Il n'y aurait pas eu tout ça, mais il y aurait eu d'autres choses équivalentes à ça. C'est une littérature puissante, intemporelle et universelle. Ça peut être lu au Japon, ça peut être lu partout, et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que c'est fondé sur la confiance dans le lecteur, c'est fondé sur la confiance dans l'humanité, c'est fondé sur le fait que l'amour c'était trop joli à ce temps. Je dis l'amour, il rentre. C'est pas mon sujet, et il s'en va. C'est pas ce soirée, tant pis. L'amour au sens de quelque chose de plus grand que nos intérêts propres à un certain moment. L'amour, je ne parle pas de l'amour amoureux, je parle de l'amour de la vie, de l'être vivant, permettra de surmonter tous les problèmes, tous les tourments, etc. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Donc pour moi, c'est un moment exceptionnel, c'est une joie profonde d'accompagner Rachel dans cette aventure. Et son exigence, sa précision, son engagement, cette humanité-là, fait grand défaut en ce moment dans notre monde, souvent d'ailleurs, dans les périodes de crise, dans les périodes instables, et cette lecture-là est nécessaire. Si vous avez lu le livre, parlez-en. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Et si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé, diffusez-le. Moi, ce que j'aimerais aussi que tu expliques comment tu as lu plusieurs fois. Ah oui, ça c'est peut-être la chose même la plus importante. Je sais pas, mais c'est que j'ai lu le livre 6 fois, j'ai assisté à plusieurs lectures, et je vais vous faire une confidence. Chaque fois que je l'entends lire, chaque fois je trouve des choses nouvelles. Mais chaque fois, au détour d'une phrase, il y a un mot qui arrive, et je me suis dit, tiens, je l'avais laissé passer dessus. Je ne l'avais pas vu. À chaque lecture, la lecture s'amplifie. La portée du livre s'amplifie. Ça, c'est très spectaculaire et c'est très réjouissant. En plus, vous faites des économies si vous l'achetez, parce que vous allez le lire plein de fois, et avec un bonheur grandissant. Non, je plaisante. Pourquoi je l'ai lu plusieurs fois? Pour la raison que je viens de dire, c'est que c'est de la lecture sans... Le fait de revenir sur le texte amplifie la lecture et la perception qu'on en a, et qu'on a soi-même aussi. Et parce qu'on prend conscience qu'il y a une musicalité, il n'y a pas que des mots, il y a une musique. Il n'y a pas qu'une musique, il y a des espaces. Reza parlera sans doute de la dimension orientale, je dirais plutôt universelle, mais orientale, archaïque et en même temps, futuriste qu'il y a dans ces textes. Ouais, je crois que c'est ça que je pourrais répondre à ta question. Tu as choisi un passage. Tu veux que je dise? Oui. Vas-y, explique pourquoi. Si je me souviens bien, ce que j'ai choisi, ça a à voir avec le hammam. Vous allez voir dans ce petit extrait de comment cette jeune femme accompagnée d'une femme plus expérimentée qu'elle découvre l'univers du hammam et comment, parlant de cet petit épisode qui a l'air presque rien, il est question des corps, il est question de la liberté, il est question de l'espace, il est question de l'Orient, il est question des parfums, il est question d'un monde sphérique, global, entier, et que moi, le lisant, je me suis mis à transmettre. Moi, après avoir lu ce passage, j'étais en Tunisie, je suis allé au hammam. Ce passage se situe dans le 3e chapitre. Le 3e chapitre est un chapitre qui s'appelle Premier Orient. Et Alba
découvre l'Orient. Donc elle part avec son ami au Maroc. Et c'est un autre monde qui s'ouvre à elle. Et dans ce passage-là, c'est elle qui parle à la première personne. Il y a eu, dans une pardon, il y a plusieurs registres d'écriture. Il y a l'auteur, la narratrice qui raconte. Et puis, il y a deux autres registres. C'est quand Alba écrit dans son carnet. Donc, là, c'est une jeune fille de 16 ans, ou de 18 ans, ou de 20 ans, ou de 24 ans qui parle à la première personne. Donc, c'est plus elle observe, c'est plus de l'introspection, etc. Et puis, il y a aussi certains extraits de lettres, certaines lettres qui sont reproduites, des lettres qu'elle écrit et qu'elle n'envoie pas. Et donc, là, dans ce Maroc qu'elle découvre, elle rencontre Aïcha, et Aïcha était la nourrice de son ami quand il était petit, mais elle est toujours présente dans l'univers familial, et donc elle l'accompagne dans un voilà, qu'elle ne connaît pas du tout. Donc je vais lire quelques passages de ce passage. Nous atteignons un immeuble blanc grisâtre, légèrement délabré, sur lequel d'immenses lettres peintes à la main se détachent. Hammam, la reine de Saba. Aïcha pousse la lourde et très haute porte en bois. L'odeur d'une chaleur humide, enveloppante, légèrement parfumée me saisit. C'est bon. Derrière une porte fermée, j'entends des bruits au loin, étouffés, des éclats de voix, des rires. Rien d'agressif. Il y a quelque chose d'incroyablement doux et protecteur. Je viens de pénétrer un monde. Nous sommes accueillis par Laurel et Hardy, version féminine. L'une aux formes pleines, l'autre longue et fine. Elle pousse de grandes exclamations démonstratives de joie débordante, moitié en arabe, moitié en français, à l'accent chantant. Aïcha, c'est une star. Plus que cela, les deux femmes responsables du hammam, vêtues d'une tunique légère, ponctuent leurs paroles de pression sur le bras d'Aïcha, prennent ses mains, comme si dire ne suffisait pas pour montrer leur élan, comme s'il fallait toucher aussi. Même ici, les sens sont connectés les uns aux autres. Dans mon pays, ils sont compartimentés, sans correspondance entre eux. Elle me regarde, Aïcha se dégage de leur étreinte, me prend par la taille pour que je ne reste pas en retrait. Je suis surprise par cette proximité spontanée de corps qui déborde de naturel et d'affection. Elle a envie de me montrer. Elle est fière de moi. Je comprends que les trois femmes parlent de moi. Dans mon pays, on ne montre pas du doigt, ça ne se fait pas. Je ne sais pas combien de fois maman et grand-mère m'ont réprimandée quand j'étais petite. Ici, non seulement je suis désignée, dévisagée, jaugée sans retenue, mais en plus, je suis touchée aux cheveux, sur mes avant-bras, mes mains, sans équivoque. Il n'y a aucun jugement dans le regard. C'est une forme de reconnaissance amicale. C'est ainsi que je perçois ces effusions, rien d'érotique. Je ne suis pas l'objet d'un désir quelconque, on m'invite juste à sentir mon corps, à le reconnaître, et cela passe aussi par la proximité des autres femmes. C'est ce que j'ai compris de ce que je vais vivre. Dès l'entrée, je suis bien, je souffle. Tant de simplicité, tant d'évidence, de bienveillance me font lâcher. Je ne suis plus sur la défensive, je ne prononce aucun mot. Je regarde, j'écoute, je sens. Je ne touche pas, mais je suis touchée. Je ne goûte pas, mais déjà, les odeurs de thé à la menthe sucrée éveillent mes papilles. En quelques minutes, j'ai commencé un voyage dans le monde de mes sens, sans crainte de l'abandonner. Aïcha pousse la deuxième porte sur les bruits étouffés qui m'intriguent. Tout à coup, ils prennent toute leur place, envahissent notre paysage auditif. J'hésite entre fermer les yeux et les visualiser intérieurement en les détachant l'un après l'autre, ou embrasser chaque détail du regard. Aïcha secoue ma timidité et mon étonnement en me rappelant au concret. Sous le chambranle de la porte, elle quitte ses babouches et m'invite à enlever mes chaussures. Elle m'explique. Pas de saleté de la rue dans le hammam. Ici, la propreté avec le corps, c'est sacré. Mes pieds nus rencontrent la chaleur fraîche du marbre.
La musique de l'eau qui coule finement d'une fontaine plantée au milieu de l'immense pièce apaise. Je crois que les confidences murmurées que j'entends de femmes devinées sans les voir dans le mystère des alcôves, leur rire aussi, inconsciemment, s'accordent à cette mélodie. Tout alentour de cette étrange agora déserte, au centre de laquelle domine la mer fontaine, une estrade haute en granit blanc et recouverte de matelas, des dizaines de matelas. Des femmes y sont étendues, nues ou enveloppées dans une serviette en coton, ou encore vêtues d'une simple tunique presque transparente, sans rien en dessous. D'autres, assises, parlent en sirotant le thé dans un petit verre. Aïcha se dirige vers un coin calme. Si je n'étais pas là, elle aurait rejoint ses amis tant elle est populaire. Mais je crois qu'elle a deviné ma gêne. Elle sort du grand sac un tissu dont elle recouvre 2 matelas côte à côte, 2 draps de bain fins et une très grande trousse qui contient des objets et produits que je vois pour la première fois de ma vie. Je n'ose pas l'interroger, mais Aïcha est intuitive. Elle me dit « Le savon noir prépare le corps au gant Kessa spécial, avec lequel on va le frotter pour en sortir les saletés. C'est pour purifier ta peau, mais tout cela, on le fait dans les pièces chaudes. Ici, c'est la pièce de repos. On va te masser avec l'huile d'argan une fois que ton corps est lavé. » Elle ajoute « Allez ma chérie, on va enlever nos habits. » Je la regarde. Je ne bouge pas. Je ne peux pas. Je suis paralysée. Elle retire sa djellaba. Son fond de robe en coton épouse ses formes au point que la couture a craqué à certains endroits. Elle l'enlève sans hésitation. Je la regarde du coin de l'œil. Aïcha ne porte pas de soutien-gorge. Ses seins, lourds, tombent contre son ventre. Ils sont loin des codes de beauté que je connais, auxquels il faut se plier dans mon pays. Et pourtant, je les trouve beaux, vivants, pleins, généreux. Sur son corps ne reste qu'une grande culotte en coton blanc à large bord qu'elle enlève sans aucune hésitation. Elle est tellement à l'aise. Moi, je n'ai toujours pas bougé. Ma tête voudrait bien, mais mes mains refusent. Ou peut-être est-ce l'inverse. Quand Aïcha est nue, je remarque que son corps n'a pas un seul poil, ni sur ses jambes, ni sous ses aisselles, ni sur ses bras. Plus étrange encore, son sexe un peu caché sous les plis de son ventre, débordant, est comme le sexe d'une petite fille. Pas une trace de poil, je n'ai jamais vu cela. Je me demande si elle n'a pas une maladie. Elle me regarde et sort un autre morceau de drap en coton. Elle le déplie devant moi afin que je sois à l'abri du regard des autres femmes. Très doucement, elle me dit « Allez ma gazelle, prends ton temps. Déshabille-toi, tu t'enrouleras dans ce que l'on appelle la fouta. C'est une sorte de très grande serviette en coton léger qui sèche vite et n'est pas lourde avec le poids de l'eau. » Elle ajoute « Ici, personne ne t'embêtera, personne ne te forcera. » Elle est attentionnée à Aïcha, même si elle me bouscule un peu, tranquillement, mais sûrement. Rapidement, j'enlève tout et je laisse tout en boule à mes pieds pour attraper le plus vite possible ce qui va protéger mon corps. Il n'y a qu'avec Alex que je me tolère et avec moi, mais jamais devant un miroir. Aïcha ramasse mes affaires et les range. Servir chez elle, c'est peut-être une habitude prise avec les Français. C'est aussi un élan du cœur. Je ne suis pas habituée qu'une femme de son âge se coupe pour ramasser mes affaires. Je m'en excuse. En riant, Aïcha découvre ses dents blanches en or, et alors tout semble plus léger. Nous descendons de l'estrade. Elle me prend la main. La sienne est accueillante, forte, chaude. Elle ne tremble pas, la main d'Aïcha. Elle n'est pas moite. La mienne est faible en cet instant. Je me sens petite fille. Elle me guide. Nous pénétrons dans la première des salles à venir. La chaleur et l'humidité me saisissent. La vapeur d'eau est comme une brume qui voile la vision de ce que mon regard voudrait imprimer pour raconter à Alex. Tout semble entouré d'un rideau de mystère. J'ai du mal à respirer. Au milieu de la salle, une grande dalle de marbre sur laquelle des corps sont allongés. Certains semblent dormir, d'autres sont recouverts de verre, d'autres encore se laissent frotter avec énergie par une femme assise à même la pierre, munie d'un gant. Sur les côtés, des alcôves de quelques mètres carrés, avec un robinet, rassemblent des femmes assises qui, en comparaison avec la lascivité des autres, débordent d'activité.
Quand l'une enduit les cheveux de la deuxième d'une pâte brune, la troisième se rince le corps et le visage avec l'eau qui coule. Les femmes actives parlent beaucoup, fort, en arabe. Je ne comprends rien. Mais j'ai l'impression que c'est joyeux, complice. Aïcha me conduit vers une des alcôves. Elle rince le sol à grande eau. Autour de moi, devant moi, des corps, et encore des corps. Des blancs, des noirs, des basanés, des gros, des maigres, des beaux, des difformes, des ronds, des minces, des vieux aux chairs fatiguées, des murs à la démarche assurée, aux formes taillées par les enfants portés et le défilement des années, des jeunes aux chairs fermes et conquérantes, dont l'allure est hésitante. J'aperçois même une femme enceinte. Je n'ai jamais vu cela. Jamais je n'aurais pu imaginer que la nudité puisse ainsi s'afficher, sans impudeur, avec cette évidence-là. En dehors de Lou, aperçue un jour quand elle allait se doucher, en dehors d'une ou deux femmes allongées au loin sur une plage dédiée, c'est la première fois que je suis témoin d'autant de liberté pour chacune de ces femmes qui affichent leur corps dans l'antre de ce lieu protégé du monde. Ça, c'est un extrait du... Voilà. Tu veux dire quelque chose? Ça marche. C'est que le début. Rachel, pardon. En fait, cette scène me parle beaucoup, surtout aux Iraniens et aux hommes de l'Orient. Parce que moi, je suis sûr que Reza et Paris et moi, nous avons vécu cette expérience. Nous avons fréquenté, oui. Et au Marocain aussi. Oui, bien sûr. Bon. Tout l'Orient. Qui est allé dans la main, lève la Moi, main. j'ai fréquenté le bain public jusqu'à 7 ans. Oui. Ah oui, à un moment donné, il en parle, Alex. Oui, après 7 ans, voilà. les femmes ont protesté, en fait. Mais en fait, quand j'ai lu ce passage, je me dis, on vivait dans un paradis. C'est ça. Avec beaucoup de ouvriers. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et il y a, dans le, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un passage d'une part d'ombre, puisque Alex, à un moment donné, va avec Aïcha quand il est petit au hammam, mais à un moment donné, en fait, elle part au hammam, elle prépare le sac, et puis elle lui dit non, tu ne viens pas. Et elle lui met le doigt sur le haut de ses lèvres, et lui, il ne comprend pas, il pense qu'il a un problème. Et en fait, le paradis dont vous parlez lui est interdit. Vous avez dû vivre ça aussi, peut-être, à un moment? Moi, si, ça m'est arrivé exactement. Quand on allait à un membre petit, il n'y avait pas de salle de bain à la maison. Et c'est maman qui emmenait. Et comme un petit paradis, là. Mais bon, voilà, vaguement des images, jusqu'au jour où on devient trop grand, on l'oublie. Le Laurel et Hardy dont tu parles, les dames qui s'occupaient de maman, il m'appelle, il parle avec ma maman. Je vois que ma mère est en train d'argumenter quelque chose, et ça passe pas. Et une de ces femmes, elle vient et elle commence à toucher mes moustaches, le poil, et dit à maman, tu vois, ça a poussé. Moi, je ne comprends pas ce qui a poussé. Je ne comprends pas, et maman, elle touche, et dit, ah oui, vous avez raison. Bah, tu ne peux pas venir. Et là, c'était la fin Du paradis. J'ai dû rester là-bas jusqu'à ce que ma mère elle sorte de là-bas pendant 1 heure. Et je ne comprenais pas pourquoi je ne peux pas aller. Puis là-bas, j'ai compris. Même des fois, pour contester, il y avait des femmes qui disaient à la maman qu'il avait amené un petit enfant, en disant, le prochaine fois, amène son père aussi. Son père aussi. C'est comme ça. Voilà. Et mon deuxième lecteur, c'est Reza. Bon, moi, je ne vais pas présenter Reza. C'est évidemment un très grand photographe, mais pas seulement. Quand on s'est rencontrés avec Reza, j'avais pas encore 20 ans. J'avais 20 ans. J'allais avoir quelques mois plus tard, 21 ans. Et indépendamment du monde de la photographie qui s'est ouvert à moi, je suis rentrée dans la culture persane par la poésie.
puisque pendant 2 ans, je ne comprenais évidemment pas du tout le persan, mais Reza m'a lu des poèmes en persan et il les traduisait, mais il les adaptait dans la langue. Donc, quand je dis que c'est un photographe, bien sûr, c'est un grand photographe, un grand témoin de ces 40 dernières années, évidemment. Mais c'est un poète dans l'âme. Voilà. Après, les événements du monde l'ont peut-être contraint à raconter en images des chagrins du monde. Mais il n'empêche qu'il reste poète. Et ce qui est intéressant dans la lecture que Reza a pu faire de cet ouvrage, c'est que quand je l'ai connu, et pendant des années, c'était un grand lecteur, il lisait beaucoup en persan, des livres, beaucoup de livres, un peu en français, beaucoup moins en anglais, plutôt des articles ou des essais, mais il lisait quand même quelques ouvrages en français, comme je me souviens des livres d'Amin Malouf, par exemple, qu'il lisait en français. Et puis les réseaux sociaux, le monde étant ce qu'il est, c'est vrai que depuis quelques années, la lecture se fait peut-être différente. En tout cas, il faut qu'on ait une exigence, tous, chacun de nous individuellement, pour résister au temps court de la lecture qui nous est imposée par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que Reza, depuis une dizaine d'années, lisait moins. Et il est retourné en lecture avec cet ouvrage-là. En lecture, j'entends de livres, de romans, en tout cas de livres, pas simplement d'articles ou de posts sur les réseaux sociaux. Et c'est intéressant, sa lecture a été très intéressante, elle a été difficile au départ, et je pense que c'est intéressant que tu racontes comment tu es revenu à la lecture par cet ouvrage, comment ça a été difficile, et voilà, ce que tu en as expérimenté. Et pour ceux qui nous connaissent pas, je pense que tout le monde nous connaît, on est évidemment compagnons de vie et de route, et on mène tous nos projets ensemble, voilà, divers et multiples. Tu veux lire un extrait que je fais? Ah, tu veux d'abord que je lise? Ouais. Ah, d'accord, ok. Bon, alors je vais d'abord lire. Mais tu veux peut-être introduire cette... Non, mais tu veux lire après. Ok, alors, ok. Donc, Reza a choisi, parce que j'ai demandé à chacun de Pierre, enfin chacun d'eux, de choisir un passage. C'est un passage qui est aussi, qui est intéressant d'ailleurs, que Reza a choisi. En gros, c'est un passage où Alba va avec Alex, c'est dans Paris, ils marchent non loin du métro de la Chapelle, ils arrivent vers Barbès, et ils vont chez un ami d'Alex qui a laissé son appartement à Alex. Il prête son appartement. Évidemment, c'est jamais arrivé à Alba d'arriver dans un appartement seul comme ça. Et donc, ce passage-là met en évidence ce qu'elle découvre. Au 6e, il pénètre dans un grand appartement monacal d'un ami d'Alex. Quand il allume, Alba détaille tout. Elle oublie le corps, le désir, la peur. Un lit double trône au milieu de l'immense pièce. Un bureau en bois est dans un coin qui permet d'être vigie sur l'ensemble. Chacun des 4 murs a une fonction précise. L'un est réservé aux 2 grandes fenêtres, l'autre, qui lui fait face à l'entrée, aux étagères de livres et à une porte sur un couloir qui dessert la grande cuisine et la salle de bain. Le plus intrigant est l'histoire ordonnée sur les 2 autres murs. De loin, sur celui de droite, on peut lire en grandes lettres majuscules « Terreur ». Sur celui de gauche, elle lit « Horizon » ou « Mirage ». Pour elle, plus rien d'autre n'existe. Alex l'observe, sans un geste. Il aime aussi ces voyages silencieux. Ils le retiennent. Sous les mots, des images ont été accrochées. Chaque mur est un tableau composé avec soin.
Elle s'avance vers le mur terreur. En haut à gauche, elle découvre la reproduction d'une peinture représentant une femme au visage beau et dur, barrée d'un monosourcil épais, dont les cheveux, longs, noirs, défaits sur un torse nu, constellé de clous recouverts de bandages blancs qui cachent ses seins, est ouvert sur une colonne en pierre qui traverse son corps et soutient sa tête. Alex lui dit doucement, pour ne rien briser, Frida Kahlo, peintre mexicain. Au milieu, une photographie noir et blanc rappelle la piété de Michel-Ange. La mère et l'enfant sont dans un bain, peau contre peau. L'enfant d'une dizaine d'années, d'une grande maigreur, nu, a les jambes déformées, les mains recroquevillées vers ses poignets. Son visage abandonné, les yeux révulsés et paisibles, sous le regard aimant de sa mère, présente. Quoi qu'il en soit, elle soutient avec grâce le corps malade. La lumière est douce, enveloppante sur eux, alors que tout est souffrance. Alex dit « Minamata ». Elle poursuit, ébranlée. À droite, une autre photographie, une embarcation fragile, débordante de monde, tendre, perdue au milieu d'une mer. Alex dit « Les boat people vietnamiens ». Dessous, 2 coupures de presse, la couverture d'un magazine américain, le Time, représente une femme au brushing parfait. Le journal titre « Brighton's Fighting Lady ». Alex dit « Margaret Thatcher ». Une double page en noir et blanc d'une foule serrée à perte de vue d'hommes moustachus, de femmes voilées de noir, brandissant des portraits d'un vieil homme barbu au regard sévère, à l'expression antipathique. Alex dit « Première République islamique », leur chef, Khomeini. Une fenêtre s'est ouverte pour Alba sur des histoires mises à distance de son univers ouaté, jusqu'en cet instant-là. Elles ne la quitteront plus. Des cadres vides ont été dessinés sur le mur dans l'attente d'autres terreurs, sans doute. Le mur est grand et ils sont nombreux. En silence, prenant la main d'Alex, elle traverse la pièce, contourne le lit et se poste devant le mur. Horizon ou mirage. Rien n'a plus d'importance. 3 photographies et 2 affichettes de films sont parfaitement alignées. Les premières sont en noir et blanc, les secondes en couleur. En haut à gauche, des hommes noirs sur un podium lèvent un poing ganté, la tête penchée. Les blancs sur la photographie ont le regard fixe, la tête haute, les bras raides contre leur corps. Ils semblent ne rien remarquer. Alex dit « Black Panther, JO 1968 ». À droite, Alba est fascinée par une image de 2 très jeunes enfants qui avancent dans un sous-bois vers la lumière. Elle pose le bout de ses doigts sur la photographie, comme si la toucher lui donnerait de sa pureté. La marche vers le paradis, Eugene Smith. Dessous, les 2 affiches de films encadrent symétriquement la photographie. La première, en petit format, représente 2 jeunes filles, légèrement dévêtues, dont une embrasse avec douceur la nuque de l'autre. Rien ne la trouble dans cette image. Il est écrit « Bilitis ». L'image en noir et blanc est une vieille dame aux cheveux blancs, légèrement décoiffée, un foulard blanc au cou, seule parmi les vieux hommes sérieux, tous vêtus d'un uniforme brodé de fils d'or. Alex dit « Marguerite Yourcenar, première femme à devenir une immortelle ». À côté, l'autre affiche met Alba mal à l'aise. Une femme, la poitrine nue, les cheveux courts, le cou seulement vêtu d'un sautoir en perles, assise dans un fauteuil en osier qui forme une fleur, les jambes non pas croisées mais l'une sur l'autre, dans une attitude provocatrice. Son regard se veut direct, elle y devine une fragilité. Il est écrit « Emmanuel ». Des cadres vides tracés sur le mur attendent d'autres horizons ou d'autres mirages. Dans l'un d'eux, elle découvre une petite photographie carrée, entourée d'un bord blanc. Elle est plus épaisse que les autres. Des couleurs pastel laissent entrevoir une femme habillée de vert,
tenant une fleur jaune. Alex dit, l'air dubitatif, c'est un Polaroid. Une photo qui sort tout de suite de l'appareil. Quant à l'image, mon ami est de mère allemande. Là-bas, ils sont fous d'écologie. Comment passer du nazisme à la défense de la planète? Alba n'a posé aucune question. Elle ne veut pas trahir son étrangeté de toutes ces histoires, faits historiques, mémoire visuelle. En elle, quelque chose a changé. Elle s'ouvre peu à peu au bruit dissonant du monde. Alex ouvre une bouteille, le bruit du bouchon la ramène à la présence du lit. Titanic et radio. Mais je te laisse. Voilà, tu voulais que je lise en premier, donc il faut que tu me dises pourquoi tu as choisi ce passage. Ça m'est très difficile de parler d'émotion en première. Merci de donner cette occasion pour nous d'être avec vous et aussi nos amis. Parce que quelque part, pour ce roman, c'est un aboutissement aussi pour moi. Pour moi, photographe aussi personne, parce que notre civilisation est basée sur la poésie. Nous sommes éduqués, nous sommes grandis et appris presque tout par la poésie. Et la poésie et la prose, c'est deux formes différentes d'expliquer une pensée. J'ai connu quelque part, je dirais, la prose. Le premier livre en français que j'ai lu, c'était Le Père Goriot de Balzac. Et à peine je venais d'apprendre la langue, c'est le premier roman. C'est à partir du moment où, même si j'avais lu avant beaucoup de romans, des romanciers traduits en persan en Iran, mais le rencontre avec cette langue, c'était avec Balzac. Et j'ai compris l'importance que dans chaque civilisation existe, où chaque civilisation, il a comme le pilier de cette civilisation un des arts majeurs. Dans une civilisation, c'est la poésie, dans une autre, c'est l'image, dans une autre, c'est l'écriture. Et ici, moi, j'avais commencé à savourer l'écriture et je voyais combien ce forme d'écriture peut matcher avec ce que moi je vois du monde en tant que photographe, ce que je photographie. Et il faut, j'explique notre rencontre, comment était fait, pour voir que c'est vraiment ces deux arts qui nous emmenaient, qui nous rapprochaient. Quand je suis arrivé en France, c'était en exilé, pas en réfugié, mais en exilé. Je me suis mis en exil à cause de la République islamique, à cause de tout ce qui représentait, et aussi mes photographies qui étaient les débuts de la République islamique, c'était les premières œuvres qui montraient en image visuelle ce qui n'allait pas, ce qu'on voit ne va pas dans ce pays avec ce gouvernement et ce système d'emmener la religion devenir liée à une mode de gouvernance. En m'exilant, assez vite, j'ai compris que je vais continuer ce travail dans plein d'autres pays. Donc, je me suis mis sur les routes du monde en photographiant et surtout beaucoup en étant dans les lieux où il y avait un grand degré de souffrance humaine. Ça veut dire des guerres et des réfugiés. Et en venant à Paris, quelques mois par an, comme ça fait toujours depuis, ça continue, je passais aussi du temps avec les journalistes. Chaque fois que j'étais ici, j'étais interviewé par les différents médias pour différents sujets. Et un jour, il y a quelqu'un qui travaille pour la revue photo qui vient m'interviewer
avec plusieurs. Il dit voilà, j'ai choisi 3 photographes pour interviewer et 2 ou 3. On passe beaucoup de temps à discuter et il pose les mêmes questions qu'il avait posées aux autres. Moi, je ne savais pas qui étaient les autres. Et après, il s'en va. Et il s'en va. Ce que j'ai su après, dans l'histoire, c'est que dans ce revue photo, il y avait une stagiaire, une étudiante de littérature, qui était en stage dans ces revues photo, et dont son travail était, le journaliste il lui donnait des interviews, elle devait éditer et rédiger. Et qu'en lisant ces 3 interviews, elle est allée voir le journaliste en disant « Mais attendez, celui-là, l'Iranien, ses réponses, c'est très touchant, c'est beaucoup philosophique, j'aimerais beaucoup le rencontrer. » Moi, je n'étais pas au courant. Quelques temps après, dans une soirée à Paris de photographique, où il y a plein de gens, il y a le journaliste qui m'avait interviewé, il vient, il me dit « Je voudrais te présenter Rachel, qui travaille sur son interview. » Mais avant même qu'elle me présente, j'avais vu de loin assez loin, de l'autre côté, il s'est passé quelque chose, un coup de foudre, sans savoir qu'il y a déjà ce lien qui existe déjà entre nous. Donc, ce que je veux dire, ce premier rencontre, c'était le rencontre qui continue depuis 1989, encore, le 21 juin. Et il y avait littérature déjà et la pensée au fond de ce rencontre qui existe. Je passe, on se voit et après on ne se quitte plus. Et quelques mois, peut-être, ou quelques semaines après, en partant à un reportage, où elle m'avait dit que, et j'avais bien gardé en mémoire ce qu'elle m'avait dit, que je suis écrivain. À 20 ans, elle me disait. J'écris beaucoup de romans, j'écris beaucoup de lettres qui n'ont jamais été envoyées, qui n'ont jamais été publiées. Et ça m'a beaucoup parlé, ça, parce que j'étais photographe pendant des années, et je faisais plein de photos, j'organisais dans ma tête plein des histoires, mais que ces films, ces négatifs, ils restaient toujours dans un tiroir chez moi. Et quand elle parle de littérature, de ce qu'elle écrit, je sens dans son regard cette grande passion, de cette passionnée à son art. Tout ça, ça me parle. Et un jour, en partant, j'avais quelques tirages sur le table de milieu. J'ai dit, si tu as envie d'écrire, c'est photographie. Elle le prend et regarde. Je ne sais pas combien de temps après je reviens. Et le premier texte que je vois, c'est très bouleversant. Peut-être que vous connaissez une de mes photographies de Khomeini, toute seule, qui est assise sur un lit, où il n'y a rien sur le lit, dans une petite pièce. Et elle a un regard assez dur envers moi. C'est une photo très simple, comme tous mes photos. Enfin. Il y a peu d'éléments dedans, et il n'y a pas de quelque chose de compliqué. Cet homme seul assis, Khomeini. C'est presque la seule photo de lui que tous les Iraniens, quand ils voient, ils se disent « Tu as bien capté son âme, c'est lui ». Rachel avait fait un texte sur ça, et que quand je l'ai lu, ça m'a tellement bouleversé. Elle ne parlait pas de ni Khomeini, ni de l'homme, mais elle décrivait la photographie comme si elle y était, et comme si elle avait vu tout ce qui était dedans. Et ce texte qu'elle a écrit, c'était le premier texte que j'ai lu d'elle, ça m'a tellement bouleversé que j'ai dit, ça y est, le grand écrivain est là. Depuis ce moment-là, ce grand écrivain, nous avons continué ensemble, comme Rachel disait, de créer des autres livres, parce que
l'histoire ou le monde ou la vie, c'était que, comme j'étais reporter, photographe connu, il fallait créer des livres, il fallait écrire des histoires, mais ces histoires que c'était pas mes histoires, c'était mes photographies avec en filtre de ce grand écrivain que je l'ai senti et que je le voyais toujours exister. Et que chaque fois, depuis ces 30 ans, il y avait des moments où je disais à Rachel, c'était le moment de ton roman, ça viendra aussi. Qu'il y aura le moment où tu feras le roman. Et il faut aller dans ce sens. Et il y a 6 ans, un jour, elle me dit, ça y est, je veux partir écrire. Et c'était un des moments les plus joyeux que je connaisse, le moment où elle a dit, ça y est, je vais partir et écrire. Je n'ai pas posé la question, où tu vas, et combien de temps, et elle est partie avec son petit valise, et je ne sais pas si c'était son billet de train ou avion ou l'autre, en tout cas. Et quelques semaines après, elle venait et disait, voilà, j'ai écrit quelques chapitres. Et de nouveau, quelques temps après, elle disait, je veux repartir. Elle repartait. Ce qu'elle appelait le pays de l'écriture, le mystère. Vous voyez? Et pour moi, le joie était de savoir que ça y est, elle est en train d'écrire. Donc ça, c'était un peu raconter pourquoi ce moment, pour moi, c'est très important, c'est très émouvant de participer à cette scène avec vous, des amis proches, presque la famille, enfin. Et en plus, le chapitre que vous avez lu se rencontre avec ce mur des photographies, évidemment, ça me parle, évidemment. Vous comprenez chacune de ces images, ce que ces images ils ont eu dans notre vie, dans ces années depuis 80, ils représentent chacun une partie importante, presque philosophique, de ce que nous sommes, de ce que notre monde est. Et ce que moi je vis aussi, le mur de terror, et le mirage et l'horizon, donc sur chacun il y a des images différentes de ce monde, c'est un peu ce qui est notre monde. Nous vivons constamment entre cette joie et souffrance. Chaque moment de notre vie, chaque jour, tout ce que nous voyons, ça passe. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce que tout, ça se vu, on le voit en temps réel, ce qui se passe en Ukraine et à Kaboul et ailleurs dans le monde, constamment, on est emmené à ça. Mais de l'autre côté aussi, on participe aux joies de la vie, au mariage, aux rencontres amicales. Donc, cette joie et souffrance, d'autant plus, c'est devenu, même plus qu'au quotidien, c'est comme une relation constante qui se passe dans notre vie. J'avais vécu presque cette histoire dans un de mes voyages. À un moment, je vais au Pakistan. Il y a une ville au Pakistan qui est le lieu de pèlerinage d'une très grande maître soufi. Il s'appelle Shahbaz Alandar. C'est un homme, il y a presque 700 ans, qui est parti d'une ville de l'Iran qui s'appelle Marand. Il a fait le voyage jusqu'au Pakistan. Et les soufis, c'était aussi des hommes avec une pensée universelle, des humanistes, en grande partie, beaucoup des poètes, mais qui ont toujours essayé de semer ce qui est égalité et fraternité autour d'eux. Il arrive dans cette région de Pakistan où
il y a, selon ce que j'ai lu dans l'histoire, un despote, un tyran qui règne et que les gens sont très mécontents. Donc il essaye d'intervenir et ça passe presque comme un soulèvement populaire et qu'il arrive finalement à renverser ce grand tyran et devient l'homme saint de cette communauté. Et après sa mort, son tombeau est vénéré depuis 700 ans. Le moment où j'allais photographier, c'est une réunion annuelle de plusieurs jours, presque une dizaine de jours, qui se passe autour de son tombeau. Et ce qui est incroyable aussi, ceux qui connaissent aussi l'Afrique du Nord, c'est dans les tombeaux de ces saints, on commémore leur naissance et pas leur mort. Dans certaines religions, on commémore la mort. Donc ça, c'est leur naissance qui est commémorée. Et ça donne un autre sens. Sauf que quand vous êtes au milieu de cette grande bourg, qui est toute construite autour de cette mausolée, vous avez deux entrées. Les deux entrées principaux qui viennent de deux côtés de la ville. Et il y en a un qui est nommé la porte de chagrin et l'autre qui est nommé la porte de joie. Et ce qui est incroyable, c'est que les pèlerins qui rentrent de ces deux portes, ils ont l'attitude de chagrin et de joie. Ceux qui rentrent de la porte de chagrin, pour ceux qui connaissent ces rituels de Ashura et autres, ils sont habillés en forme de tissu blanc, ils se flagellent, avec les épées sur la tête, avec du sang, avec les pleurs, avec énormément de chagrin. Et il vient autour de son tombeau, et vous avez ça au milieu, imaginez, il rentre dedans. Et de l'autre côté, vous avez toute une foule, joyeux, en danse, avec le chant extraordinaire, et qui rentre tout comme s'il rentrait dans un mariage presque. Et le rencontre de ces deux groupes qui commencent finalement à se mêler autour de ça, une groupe qui pleure en plein sang et l'autre qui est en plein joie, j'avais jamais vu dans aucun endroit du monde une telle, je dirais, philosophie du monde, philosophie de ce que notre monde est, de philosophie de ce que nous vivons aussi. C'est un mélange de chagrin et joie. Et le texte de Rachel, pour moi, c'est 2 pages qui racontent dans cette pièce, en rentrant ces 2 murs avec les photographies, que chacun présente une partie de chacun de l'autre joie de ce monde. C'est presque 2 pages qui veulent un livre philosophique de pensée de ce que moi j'ai appris du monde, de ce que je pense que le monde est. Et c'est ça qui m'a beaucoup fasciné aussi dans la lecture de ce livre en général. C'est vrai ce que vous dites, c'est que moi, presque chaque phrase, c'est comme une photographie que vous pouvez regarder. Donc on peut bien décrire ce qui est en plus de ce qui est en plus de photographie. Il y a cet odorat, cet sentiment qu'on n'a pas dans les photographies, mais qu'on trouve dans les phrases de texte. Donc, il y a de tout ça dans ce livre pour moi. Il n'y a pas seulement, je dirais, un roman, mais un roman dans lequel je me trouve, dans lequel je trouve les scènes que j'ai vécues dans le monde, les histoires que nous avons vécues ensemble, les voyages que nous avons faits. Mais tout ça raconté par une jeune adolescente à Paris. Ça veut dire ce qui pourrait paraître une jeune petite fille à Paris raconte sa vie. Mais en réalité, non, pour moi, c'est vraiment quelque chose assez profond.
assez philosophique même, je dirais, de tout ce que, depuis ces années, que tu m'as accompagné, ou que tu as même fait voyager, ou tout ce que, le bagage que tu avais avant même, parce que pour écrire les premiers textes, tu avais un grand bagage, je dirais, de l'écriture. Voilà pourquoi ce livre me parle beaucoup, que ce soit une des premières choses que j'avais dit aussi, j'avais dit, tu sais, tu as de courtes petites phrases, comme les poésies persanes, comme les haïkus japonais, comme il y a des phrases qui ont une force, en mettant 3 mots l'un à côté de l'autre, ça devient une force extraordinaire aussi. Et de l'autre côté, il y a des phrases d'écrits un peu à la Proust, assez longues, qui nous amènent aussi notre regard. Voilà un peu mon regard sur ce livre. Merci beaucoup de votre présence. Alors, ça c'est intéressant ce que tu dis par rapport à parce que ça a été une interrogation. Est-ce que le fait de parler d'une histoire d'amour, est-ce que le récit des cantiques, par exemple, ou une histoire d'amour est forcément un sujet qui est comment dire, galvaudé, au point où est-ce que parler d'amour abaisse une œuvre, en fait? Est-ce que le récit, par exemple, d'une part d'ombre, qui est au départ l'histoire de l'éveil de cette jeune fille et de la rencontre avec ce garçon, qui est donc une histoire d'amour compliquée. C'est vrai que si on l'exprime comme ça, on se dit, bon, bah, so what, ok. Mais en fait, cette histoire-là est le prétexte à plein de voyages, comme je l'ai dit, voyages dans le monde. C'est aussi pour Albin un voyage en littérature. On sent que la littérature chez elle est importante, les livres sont importants, ils la nourrissent, elle dialogue avec eux, donc c'est plein de voyages. Et je crois que les histoires, quelles qu'elles soient, même si elles paraissent toutes simples et toutes banales, sont le prétexte à raconter des choses profondes et à explorer des pensées profondes. Il me semble que c'est ce que j'ai tenté de faire dans une part d'ombre. Pour revenir à ce que Reza exprime, c'est intéressant aussi parce que c'est une façon de... Bien sûr, j'ai travaillé sur ce reportage de la porte de la joie et la porte du chagrin au Pakistan. Et c'est comme ça que chemine une idée en écriture. Je trouvais que ça représentait une philosophie hyper intéressante et qui est en effet à l'image de notre monde. Et des années après, puisque je crois que Reza a dû aller au Pakistan, ça va être de, je sais pas, 2005, donc plus de 10 ans après, à un moment donné, pour montrer à quel point elle va s'ouvrir à ces mondes-là, commencer à prendre la mesure d'un univers qu'elle ne connaissait pas, enfin d'univers au pluriel qu'elle ne connaissait pas, d'histoire qu'elle ne connaissait pas. J'ai eu envie que son désir et son éveil au sens soit vécu en parallèle avec, finalement, et soit même obscurci momentanément, par la découverte de ces deux murs, qui évidemment c'est le chagrin et la joie, mais en fait c'est la terreur et le mirage, l'horizon. Donc je l'ai transformé. C'est ça aussi le travail en écriture. C'est pas répéter et se dire qu'on va parler d'une porte, du chagrin et de la joie, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt. Dans ce cas-là, je fais un récit historique. Et j'en ai fait. Et dans ma vie, j'en ai écrit. Mais le travail d'imaginaire, le travail d'écriture, c'est ça. Il y avait une personne qui m'a écrit il y a quelque temps, qui avait lu cet ouvrage et qui parlait comment le théâtre intérieur et personnel est juste une scène qui permet une exploration beaucoup plus vaste que juste rester dans son vécu. Et c'est tout le travail de la littérature et de la fiction, je crois. Voilà. Juste un autre texte de Rachel au tout début qui m'avait bouleversé.
un an après, je partais en Caire pour plusieurs mois pour un reportage sur la ville du Caire. Et Rachel est venue me joindre. On se promenait dans la ville du Caire. Ceux qui connaissent la ville connaissent la densité qui existe dans cette ville. Et les endroits les plus denses, c'est la place de gare centrale du Caire. Imaginez la gare centrale du Caire, une ville avec 26 millions de personnes qui doivent presque tous passer dans cette gare par jour. Et vous avez dans la place devant cette gare plusieurs niveaux des routes qui ont construit, les ponts aériens pour les passagers, les ponts pour les voitures, les bus, le terminal de bus en bas, 2 sorties de métro. Enfin, je passe de cette place, et au milieu de cette place, dans les années 60, où la place, ça devait être une jolie place avec plein de fleurs et aucun de ces passages aériens, il y a une très grande statue de Ramsès qui est érigée, et que cette fois-ci, il se trouvait devant complètement toutes ces ferrailles, toutes ces voitures, tout ce qui passe. Et moi, ça m'avait intrigué, cette statue, et j'allais plusieurs fois photographier, montrer cette Ramsès qui est pris dedans. Et le premier jour qu'on va avec Rachel, sans dire mot, je vois qu'elle aussi, elle est restée devant la statue, elle contemple énormément. Et 2 jours après, elle me montre un texte qu'elle avait écrit qui était... c'était extraordinaire, ces moments de voir comment l'écrivain arrive à une histoire, de se trouver devant un moment et d'en faire un texte extraordinaire. Ça faisait parmi aussi le texte que j'ai dit sur la photo de Khomeini, et c'est celui-là aussi qui m'ont beaucoup touché de son écriture. Voilà. Alors, des commentaires, des questions? Allez-y, c'est le moment. Est-ce qu'on peut dire, que c'est un roman philosophique? Comment le qualifier? C'est un roman vitement qualifié. En tant que lecteur, moi je peux dire oui. Pour moi, c'est Pour toi, oui. Et toi, Pierre? Oui, enfin, moi je pense que la littérature, quand elle existe, elle est à la fois naturaliste, documentaire, philosophique, politique et poétique. Donc, sinon, elle est infirme. Donc, oui, bien sûr, mais pas plus ni moins qu'un conte ou un poème de Rumi, etc. Donc, la littérature, c'est un, si elle existe, c'est un monde global qu'on peut explorer de différentes manières. Et évidemment, la philosophie, elle est au cœur du quotidien de nos vies, même si on ne l'appelle pas comme ça. On a en permanence des questions qui se posent, qui sont d'ordre éthique, qui ont à voir avec la justice, qui ont à voir avec le rapport qu'on a avec les autres, avec ses voisins, avec ses amants, avec ses parents. Oui, bien sûr. Donc, mais ça s'appelle la littérature. Alors, allez-y. Des questions? Des commentaires? Non? C'est un roman très genré, à mon avis. Ah, vous trouvez? En fait, on va vous attaquer Vous trouvez? parce que vous mettez en ordre, en classe, la théorie du genre. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui devient femme. En fait. Comment on devient femme? Comment on devient homme aussi, en fait. Et c'est l'affrontement de ces deux mondes. Et tout au long du roman, en fait, c'est l'histoire plutôt de la fille qui a des aspirations à l'autonomie, à l'indépendance, à l'émancipation, et
mais un combat pour devenir une femme, en fait, femme libre. C'est très juste. Il n'empêche que c'est très juste. C'est vraiment l'histoire d'une naissance. Il n'empêche que je crois avoir... ce que tu disais, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que j'excuse pas Alex, mais je lui donne sa part d'humanité et d'histoire. Il y a quand même, dans le regard que j'ai porté, que l'auteur porte sur Alex, voilà, on sent qu'il c'est un rendez-vous manqué avec sa propre histoire. C'est-à-dire qu'il aurait pu, il y a une part de sensibilité, mais c'est un rendez-vous manqué. Elle ne le juge pas, j'ai l'impression qu'elle ne le condamne pas, me semble-t-il. Il se condamne lui-même. C'est comme ça que je le vois. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que il y a quelques temps, il y a peut-être 5 semaines, Pierre me dit ça serait bien que tu parles qu'on fasse une soirée sur l'emprise, dans son centre d'art, sur l'emprise. Et comment on raconte l'emprise en littérature? Je lui dis, pourquoi tu veux que je... Quoi? Et il dit, parce qu'une part d'ombre, c'est quand même aussi une histoire d'emprise. C'est un mot que j'avais absolument... C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je dis que les lecteurs prennent l'ouvrage et en font leur propre voyage. Jamais je n'ai pas du tout imaginé, pendant les 6 années où j'ai écrit cet ouvrage, écrire un livre sur l'emprise. Mais pas du tout. C'est pas un mot qui m'est venu. Et ce que vous dites là est juste. C'est l'histoire d'une naissance, mais pour moi, c'est pas... Je ne l'ai pas vu du point de vue du féminisme. C'est pas un roman féministe. C'est un roman féminin, peut-être, mais c'est pas un roman féministe dans le sens où il n'est pas militant. Il n'y a pas de militantisme, me semble-t-il, dans cet ouvrage. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Et vous l'avez perçu différemment. Oui, pour moi, c'est tout à fait militant. En fait. Et vous, pour vous, c'est féministe. Mais c'est génial. C'est l'histoire d'une fille qui est solidaire, en fait. Et c'est tout, voilà, c'est intéressant. Voilà, et c'est un roman sans tabou, oui. Sans interdit. Il n'y a pas de censure. Non, il n'y a pas de censure. Parce qu'il y a des descriptions des scènes d'amour locaux, et très osées, très... et juste. Très juste. Merci. C'est vraiment ça. En fait, je ne peux pas vous demander de lire cette scène, la scène où la jeune fille se masturbe. En fait. C'est un tableau. Non, c'est vrai, c'est un tableau vivant. C'est pas une écriture pornographique. C'est pas vulgaire, mais vous les décrivez d'une manière tellement poétique, tellement beau. Ça donne envie de le faire. C'est toi qui vas Non, mais c'est vrai. Non, parce que quand vous expliquez les conséquences de cet acte, vous dites c'est de la joie, de la liberté, et l'émancipation à travers de la masturbation. Alors c'est très juste, je suis ravie de ce que vous dites, parce que un des vrais soucis que j'avais, surtout dans les dernières relectures de cet ouvrage, et c'est marrant d'ailleurs l'évolution, c'est que je me suis, dans les scènes que vous évoquez, je me suis vraiment posé la question de... Je ne veux pas que le lecteur ou la lectrice soit voyeur. Je veux qu'il vive, qu'il sente, qu'il perçoive, mais je ne veux pas l'inciter à être voyeur. Et donc, avec la langue, j'ai travaillé, tu te souviens Pierre, dans les dernières, j'ai travaillé, mais c'était au mot près, pour que ça ne soit pas de cet ordre-là, pornographique, parce qu'on peut être encore plus cru, encore. Et ça, il y a eu des versions qui étaient plus osées, encore, mais où je me sentais, en prenant de la distance, quand on lit, quand on écrit un ouvrage et qu'après on prend de la distance, à un moment donné, on devient plus lecteur, on passe de l'autre côté de la barrière, même en tant qu'auteur. Et du coup, on se met à la place du lecteur, et je ne voulais pas inciter au voyeurisme. Je voulais juste que ce soit... Voilà.
quelque chose, une scène que le lecteur ou la lectrice voit paisiblement. Voilà, que ce soit... Oui, c'est vrai. Bon. Ça Mais- a bien réussi. En fait. Bon, bah, donc, Ouais. voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? David, Ah, moi, je pense que du bien. Non, parce que vous avez Je pas pense lu que le du livre, bien, donc je vous propose de visiter cette table et Allez, je l'ai déjà, moi, le livre. acheter ce livre. En fait. Je l'ai déjà. Il y en a qui sont déjà lus. là. Ouais, ouais, David, il est déjà. Voilà. En fait, on a mis aussi en vente trois exemplaires d'un dernier livre de Reza, qui a de été photographie, fait par aussi la collection Laurent. le même éditeur. J'ai ouvert un exemplaire que vous pouvez feuilleter et voir vraiment de belles photographies magnifiques. En fait. Voilà. Donc, on a si vous voulez, on a quelques minutes encore si vous avez des questions ou des commentaires. Sinon, vous pouvez vous adresser à Rachel, poser vos questions personnellement, en fait, peut-être à elle, ou à Reza ou à Pierre. voilà. Moi, Donc, j'avais vous une demandez de question. signer votre exemplaire. Qui est peut-être un peu, voilà. Ce texte qui a été ce texte déclencheur qui vous a réveillé dans la nuit, etc. Est-ce que c'est un texte de Rachel ou d'un auteur Non, c'est un texte. Quand je dis un texte m'a réveillée, Oui. je me suis levée, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à écrire. Ah d'accord. Donc il n'y avait pas un texte qui a été lu. Non, d'accord. Non, Il y a quelque chose voilà, ça m'a réveillée et c'était comme presque. C'est pas du somnambulisme parce que Une urgence, quoi. il y avait une urgence, une absolue. Je suis passée du désir à l'absolue nécessité. Et lorsqu'on écrit et qu'on se relit comme vous l'avez fait, hein, vous avez eu plusieurs lectures, est-ce que quelle relation, quel rapport a-t-on avec le mot, avec les mots? Est-ce qu'on se dit j'ai vraiment exprimé ce que je voulais? Et est-ce que j'ai pas envie de revenir là-dessus? Alors, Est-ce que les mots veulent tout dire? les mots veulent pas tout dire, et puis parfois dans les silences, un peu comme en musique, n'est-ce pas? Dans une partition de musique, il y a des notes, il y a les soupirs, il y a les silences, et il y a le rythme, et tout ça est aussi important. Donc dans un texte, dans un livre, il y a ça, c'est comme une partition de musique. J'ai eu deux formes de correction, les pures, ça a été un vrai travail, le fait de ciseler la langue et d'épurer, et parfois, à contrario, de dire des mots qui étaient plus justes, qui me paraissaient plus justes. Voilà. J'ai pas encore relu l'ouvrage depuis qu'il a été publié en livre. Il faut que je le fasse, il faut que je me transforme complètement en lectrice. À certains moments, je lis et comme ça, je me dis mais qui c'est qui a écrit ça? Ce qui prouve qu'on est quand même dans un état un petit peu second. Même si j'ai, dans ma façon d'écrire, dès le départ, je suis assez structurée, donc je sais où je vais, j'ai la trame, et après, il y a plein de moments où mes personnages, la situation, mon imaginaire m'ont embarqué dans des ramifications que je n'avais pas imaginées. Et après, tout en restant sur la colonne vertébrale, l'axe premier que j'avais imaginé. C'est exactement ce qui se passe pour le second. Et vous êtes beaucoup documenté. Énormément. Ouais, Chaque chose qui est écrite ici. Quand je parle de l'Institut du monde arabe, je vais aller faire une recherche exhaustive sur l'Institut du monde arabe. Je me suis remis dans ces années-là. Quand je parle du planning familial avec des affiches du planning familial et que je les décris, je suis allée chercher quelles étaient les affiches du planning familial en cette année-là. Vraiment, quand je parle d'une classe, je parle d'une classe et je fais en sorte que son nom n'ait pas été, que le nom n'ait pas été donné en 2010. Quoi. Voilà. Donc oui, il y a eu, et ça j'ai adoré faire ces recherches historiques.
et plus qu'historique au demeurant. Chaque ouvrage dans le voyage en littérature, chaque ouvrage que je cite, je les ai relus. Et j'ai essayé de voir en quoi ils servaient le propos du. Donc oui, ça a été. C'est pour ça que ça a pris du temps. C'est pas juste un truc d'écriture et d'imaginaire. C'est vraiment. C'est une recherche. C'est une recherche. C'est une recherche. Absolument. Moi, comment vous le situez, je veux dire, Celui-là. En quelle année vous le situez? Là, il démarre en 82, 80. On fait référence à 79, mais il démarre en 80, jusqu'en 89, novembre 89, qui est la chute du mur de Berlin. Et justement, moi la question c'est les prochains, puisqu'il doit y en avoir encore deux autres, voilà. Donc, le second, le deuxième que j'ai commencé, commence en 90 et finit en 2008. 2008, grosse crise financière, sachant que dans ces années-là, il y a aussi 2001 avec les Twin Towers. Et le troisième commence en 2009 jusqu'en 2030. avec des idées très précises sur... Oui, avec des idées très précises sur ça. Et puis, il se trouve que les personnages auront grandi. Ce ne sera pas simplement Alba, il y a sa sœur qui va monter, qui va être un personnage très fort, sa grande sœur, dans le deuxième roman notamment. Et elles vont être en prise directe avec le monde d'ici et le monde dans sa diversité ailleurs, sur des terrains compliqués. Voilà. Merci à vous. Bravo. Je voudrais juste dire aussi un mot, c'est que depuis des années, on suit avec beaucoup de passion ce que fait Reza. Et je dirais que chaque image de Reza que nous regardons, il y a toujours le désir de lire Rachel. C'est-à-dire, ça se complète tellement bien. Et je dirais personnellement que le plaisir que j'ai de regarder la photo de Reza, c'est vraiment l'équivalent du plaisir que j'ai à vous lire, Rachel. Et je suis vraiment très heureuse que vous ayez pris l'initiative d'écrire ce livre. J'attendais toujours. Donc, un jour viendra. Et avec tout ce qu'on a entendu, je crois que c'est avec un très grand plaisir et impatience qu'on va lire votre livre. Merci beaucoup. Bravo. Merci.